Donc la suite, c'est Maggie Dussault et Grégoire Oisel qui vont nous la présenter. Alors, pour cette deuxième partie, nous, on va vous proposer de plonger dans le texte de l'Eurocode. Vous avez vu avec Julien Brassy qu'il y a pas mal de guides qui permettent d'éviter d'ouvrir le texte de l'Eurocode. Nous, on va vous proposer au contraire d'oser plonger dedans et d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver d'à peu près simple pour des cas, une panne, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut toujours calculer une panne avec le texte de l'Eurocode ? Ça permettra déjà d'acquérir un petit peu d'autonomie parce qu'on a vu déjà les méthodes simplifiées, on ne trouve pas toujours celle qui nous correspond. Et en plus, on risque peut-être d'avoir une petite période de flottement où on ne sait plus quelle méthode est applicable. Donc en ouvrant l'Eurocode 5, vous pouvez vous-même trouver quelques petites choses simplifiées. Alors déjà, pour vous rassurer, ce qui inquiète beaucoup actuellement, c'est le volume du futur texte. Le projet d'Eurocode 5 daté 2023 qui va paraître d'ici 2 ans. On est presque à 500 pages. Et déjà, si on regarde un petit peu le sommaire, on se rend compte qu'on a une petite soixantaine de pages au début qui concernent des références réglementaires, des abréviations, des définitions. Tout à la fin, on a presque 200 pages d'annexes qui sont plutôt des méthodes d'analyse fine pour des cas bien spécifiques. Et nous, on va vous présenter, Grégoire et moi, on va vous présenter aujourd'hui un petit peu ce qui se passe au milieu et qu'on va utiliser couramment pour un petit peu tous les éléments. Et on va essayer de dégager 2-3 choses simples. C'est bien, on a un temps limité, donc on a dû se restreindre sur quelques focus particuliers. Donc au niveau des chapitres base de calcul et matériaux, déjà la première chose qu'on voulait vous dire, c'est que une des raisons pour laquelle l'Eurocode est aussi volumineux, c'est qu'il prend en compte plein de matériaux à base de bois. On a une quinzaine de matériaux à base de bois et en fait c'est en partie responsable de l'augmentation du nombre de pages. Vous allez voir, si on choisit d'entrer notre matériau, on va pouvoir aller plus vite à l'essentiel et se concentrer sur quelques pages. Donc pour la suite de l'atelier, quand on fera des exemples, on va se focaliser sur le bois massif. Le premier truc qui est compliqué, déjà, c'est déterminer une résistance de calcul. On a cette formule que vous connaissez qui n'est pas forcément très simple, mais si on la regarde avec un petit peu d'optimisme et d'analyse, on se rend compte que déjà, en choisissant le matériau, on a la résistance caractéristique et le coefficient gamma m qui sont automatiquement figés. Là, je vous ai mis un exemple pour du bois massif. Côté K-mode, c'est un petit peu plus complexe. Évidemment, ça prend en compte à la fois la durée de chargement et l'humidité du bois. Donc, on n'est pas aussi directement, on n'a pas un coefficient tout de suite en choisissant son matériau. Il n'empêche que vous voyez que le tableau super compliqué qui est à droite de l'écran et qui correspond à tous les matériaux, si je regarde que le bois massif, il n'y a plus que les 2 premières lignes qui m'intéressent. Et là encore, quand je regarde ces 2 premières lignes, si je m'intéresse à un bois courant qui est abrité des intempéries, il n'y a plus qu'une ligne qui m'intéresse. Et en fait, ça va être comme ça pour tout l'Eurocode. On a un gros tableau compliqué et puis quand on connaît un cas précis, on peut très vite restreindre la lecture. Bon, il n'empêche que dans ces 2 premières lignes, on a encore 4 coefficients et c'est pas rien, on va de 0,6 à 1,1, donc il faut quand même arbitrer. L'idée de la méthode simplifiée, c'est de se dispenser d'un logiciel d'analyse complexe. Eux, c'est facile, les logiciels, ils déterminent autant de combinaisons que nécessaire, des dizaines, des centaines de combinaisons Eurocode 0, et pour chacune, ils déroulent le calcul. Nous, en méthode simplifiée, en début de projet, on ne va pas pouvoir se permettre de faire ça. Donc l'idée, c'est de prendre son temps et de bien analyser l'ouvrage qu'on cherche à calculer pour voir quelle est la combinaison dimensionnante et donc le K-mode qu'on a envie d'utiliser pour le calcul. On va en retenir qu'un. Je vous ai mis là des exemples d'arbitrage selon certains ouvrages, mais par exemple, si vous êtes sur un plancher, vous allez imaginer, vous avez les charges permanentes et exploitation. Et très vite, en regardant la part relative de chaque charge, vous arrivez à savoir si vous devez utiliser un coef K-mode de 0,6 ou de 0,8. Donc c'est en prenant son temps en début de projet, vous arrivez à restreindre un petit peu le champ d'action et à déterminer
vos paramètres. Et il nous reste tous les coefficients du milieu qui sont nommés coefficients de modification particuliers. Et en fait, vous allez voir là encore, ça peut être assez simple. On a tous les coefficients de hauteur qui sont en traction axiale, en flexion, en cisaillement. Ben, ces coefficients de hauteur, en fait, si on plonge dans les formules, on se rend vite compte que l'impact est très très faible. Vous avez un exemple sur une calcul de section courante d'ossature bois, on a un impact qui est de 1% sur la résistance. Et c'est un impact qui est toujours favorable. Donc assez vite, vous pouvez vous dire, je peux gagner du temps en prenant un coefficient égal à 1 pour du bois massif. Pour le lamellé-collé, ça va être un petit peu plus délicat parce que le coefficient peut être défavorable. Il n'empêche que, pareil, en regardant les formules, vous vous rendez compte que si vous êtes sur une section de moins de 600 mm de haut, c'est un coefficient positif. Donc là encore, en regardant qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des formules, on peut gagner du temps et se dire, pour les bois massifs ou les lamellés-collés de faible hauteur, je peux prendre un coefficient égal à 1, donc relativement facile en calcul. Et dernier coef sur ce domaine-là, les coefficients KI, en compression perpendiculaire au fil, pareil, vous avez dans certains cas une majoration possible, mais c'est une majoration, donc conservateur pour le calcul. Et en plus, vous n'êtes pas obligé. C'est les fameux « il est possible de » dans l'Eurocode. Donc il est possible aussi de pas la prendre en compte. Si vous voulez aller vite, vous n'allez pas optimiser, mais vous pouvez très bien gagner un petit peu de temps là-dessus. Il n'y a rien sans rien, vous n'optimiserez pas. Mais à partir de là, vous avez déterminé votre résistance que vous allez pouvoir utiliser pour les vérifs ELU. C'est ce qu'on va regarder tout de suite dans ce chapitre 8, qui est le chapitre des ELU. On va faire tout d'abord une petite comparaison en termes d'augmentation du corpus. On voit ici qu'on a maintenant 57 pages dans ce futur Eurocode sur ce chapitre, alors qu'on en avait seulement 17 dans l'ancien Eurocode. On se demande rapidement à quoi est due cette augmentation. Globalement, en fait, on a plusieurs raisons à cette augmentation. En grande partie, quasiment la moitié des pages qui ont été ajoutées, ce sont des ajouts, ce sont des possibilités de calcul qui n'existaient pas dans l'Eurocode, ou qui étaient dans d'autres documents, dans des annexes. À ça, on a 30% qui sont peu ou pas modifiés, et on a en gros 10% ou 15% qui sont des modifications pour le coup significatives. Donc globalement, l'analyse n'est pas hyper précise en termes de... Là, les résultats sont donnés au dixième de pourcent près, mais il ne faut pas forcément tenir compte. Si on regarde un peu plus dans le détail, ce qu'on voit ici, c'est que sur les ajouts, on a principalement donc, les réservations, en grande partie. On a également les géométries particulières, donc ça peut être les poutres courbes ou les poutres cintrées, les poutres à inertie variable. On a également le renforcement qui prend une grande partie du texte. Et puis finalement, les nouveaux matériaux, donc en particulier le CLT qui vient s'intégrer directement au corpus de l'Eurocode 5 et qui se justifie de manière différente des autres matériaux, parce que le CLT est assez particulier. Voilà pour la décomposition. Donc c'est essentiellement donc, un ajout de possibilités. On a une légère complexification, on a quelques modifications qui sont significatives, mais globalement, dans cette explosion du nombre de pages, c'est principalement des ajouts de possibilités de vérification qu'on faisait autrement avec d'autres textes et qui sont désormais intégrés dans l'Eurocode. On a également quelques simplifications qui permettent de contrebalancer cette légère complexification du projet d'Eurocode 5. Donc en particulier ici, je vais vous parler de la compression perpendiculaire. Donc, la compression perpendiculaire dans le projet d'Eurocode 5, c'est toujours de la même manière que dans l'Eurocode actuel. On compare donc une résistance à une sollicitation, à une contrainte sollicitante. On a donc ces deux facteurs qui vont s'ajouter. Donc c'est le coefficient Kamat et le coefficient KC90. Un coefficient Kamat qui va dépendre donc de la criticité de cette compression perpendiculaire qui aurait été en fait une rupture par déformation.
Donc c'est la proportion du matériau assez déformé, mais aussi la criticité de la situation qui va déterminer le coefficient Kamat. Et donc un coefficient KC90 qui est, comme dans le recode actuel, dépend d'une diffusion de cette contrainte. Voilà, pour la détermination du coefficient Kamat, c'est tout simplement un tableau qui peut paraître un peu compliqué de prime abord quand on l'observe en premier lieu. Mais ce qu'on voit rapidement, c'est que on a donc dans ce tableau la première ligne qui correspond à l'ensemble des produits du bois, excepté le LVL. Pardon. Les 4 lignes suivantes correspondent uniquement au LVL. Donc globalement, dans des situations, comme on disait ici en méthode simplifiée, où on est en bois massif, mais en fait, ce sera également le cas pour du bois lamelé collé ou même du CLT, on n'a que la première ligne du tableau qui va nous être impactante dans notre dimensionnement. Et on a donc ces 3 cas de dimensionnement qui dépendent de la situation qu'on va étudier. On a le cas A, cas B, cas C, avec le cas A qui correspond au cas à la fois le plus défavorable et le plus courant. Donc ça nous arrange bien, parce que c'est le cas le plus courant qui est le plus défavorable. Donc on peut se placer en règle générale dans le cas A, le plus défavorable, sans avoir à justifier le fait qu'on serait dans ce cas-là, puisque c'est le plus défavorable. Et on ne prend pas une hypothèse si défavorable que ça, puisque c'est, dans la grande majorité des cas, le cas réel. En fait, le cas, je vous laisserai, le diapo sera disponible sur la plateforme. Je ne vais pas rentrer exactement dans les détails des différents cas, mais globalement, ça correspond à la criticité de cette déformation. Donc, on va avoir un cas A où la déformation est critique et peut conduire à un effondrement ou une rupture. Donc, c'est le cas évidemment le plus défavorable. Le cas B où la déformation n'a pas d'effet significatif sur la stabilité. Et le cas C où même la rupture de l'élément n'entraînerait pas une rupture de l'ensemble. Donc c'est vraiment un cas qui serait très favorable, dans lequel on n'est pas forcément très souvent dans le cas de la compression perpendiculaire. Donc globalement, on va être quasiment tout le temps en cas A, et puisque c'est plus défavorable, on n'a pas à justifier, on peut se placer par défaut dans le cas A sans avoir vraiment à justifier. Et donc finalement, quand on additionne ces deux éléments, on se retrouve quasiment tout le temps dans cette première case du tableau. Donc ce tableau se résume très rapidement à une seule case, puisqu'on se retrouve avec un Kamat égal à 1,4 dans le cas des matériaux de bois massifs, à l'exclusion donc du LVL, comme on le voyait précédemment, et dans le cas A, qui est ici le plus défavorable, encore une fois. Le projet de Recode 5, lui, propose par défaut de prendre Kamat égal à 1, mais ce qu'on voit ici, c'est que c'est quand même légèrement défavorable quand on a un Kamat qui, par défaut, dans les situations les plus courantes, est quand même égal à 1,4. Donc pour le coup, c'est très bien d'avoir des méthodes simplifiées, mais il faut parfois prendre le temps de quand même se poser la question de est-ce que j'applique le coefficient le plus défavorable, le plus simplement du monde, en me prenant Kamat égal à 1, ou je prends le temps de me poser la question est-ce que je peux appliquer ce Kamat égal à 1,4. À mon sens, la plupart des cas, on aura plutôt intérêt à se prendre une seconde de plus pour justifier qu'on peut quand même utiliser ce coefficient Kamat égal à 1,4, puisqu'il est utilisable quasiment dans toutes les situations si on n'est pas en LVL. Ensuite, pour le coefficient KC90, là, de prime abord, donc, il y a un coefficient KC90 qui existe dans le recode actuel. Celui-là est un petit peu différent, au sens où en fait, il va regrouper ce qu'on avait l'air efficace. Donc on déterminait une aire efficace où on regardait la compression, où on regardait déjà de la diffusion, et par-dessus cette aire efficace, on venait multiplier par un coefficient KC90. Ici, le projet de recode 5 va regrouper ces deux éléments, et on n'a plus qu'un seul coefficient qui va rendre compte de cette diffusion des contraintes. Donc quelque part, une simplification là-dessus. Simplement, de prime abord, quand on regarde ce coefficient KC90, ça peut paraître un peu complexe, ça peut prendre un peu de temps de le déterminer, puisqu'on a 3 pages dans le recode, on a 14 situations de calcul différentes, y compris des effets sur les CLT qui sont déterminés évidemment différemment, parce que la diffusion de contraintes dans un CLT est très différente dans un bois massif par exemple. Mais quand on circonscrit notre problème à la situation étudiée, en fait c'est une résolution qui est assez triviale. C'est simplement l'application d'une formule qui dépend du ratio entre la surface d'application et la surface où on va effectivement réaliser notre calcul. Donc c'est un calcul qui est assez rapide à partir du moment où on s'est placé dans une situation particulière. Donc les 3 pages et les 14 situations de calcul qu'on voyait juste avant, elles se résument rapidement en un schéma et une formule.
dès qu'on a circonscrit notre problème à un dimensionnement particulier. Donc ça vaut peut-être le coup de faire cette étape-là et de ne pas passer par la méthode simplifiée qui consisterait à prendre ce coefficient KC90 égale 1 par défaut. C'est ce que propose l'Eurocode. Ce qu'on va voir juste après avec une petite application numérique, c'est que très rapidement, pour un cas d'appui en extrémité d'une poutre, par exemple en C24, on se place dans la situation de KA pour du bois massif. Donc on a bien ce Kmat égale à 1,4 et on trouve très rapidement notre KC90. On a donc finalement, en additionnant ces deux coefficients, en multipliant ces deux coefficients, une résistance de 5,2 MPa qu'on compare à la résistance qu'on aurait en se plaçant vraiment en méthode simplifiée ou plus simple possible, qui consisterait à prendre des coefficients égaux à 1. Et donc là, on aurait une résistance de 2,5 MPa. Donc on a quand même augmenté notre résistance on a multiplié notre résistance par 2 en posant simplement deux hypothèses qui sont assez rapides à prendre, assez rapides à vérifier, qui sont de prendre notre Kmat égale à 1,4. Encore une fois, c'est une lecture d'un tableau qui se résume dans la grande majorité des cas à la lecture d'une seule case et la vérification du coefficient KC90, qui est une formule, encore une fois, assez triviale. C'est simplement un rapport entre deux longueurs. Donc ici, il y a des méthodes simplifiées qui sont proposées dans l'Eurocode, qui consistent tout simplement à se mettre dans la situation défavorable de ne pas prendre ces coefficients qui sont majorateurs sur la résistance. Nous, ce qu'on propose de faire, c'est quand même de prendre le temps de se poser la question et de prendre en compte ces coefficients qui sont très rapides à calculer, même si ça peut faire peur quand on voit les dizaines de pages que ça implique dans l'Eurocode, mais en fait, quand on se penche sur la question, c'est finalement une formule et un tableau dans lequel il y a 1 à 3 cases qui nous intéressent. Petite comparaison ici de l'impact de la prise en compte de ces coefficients pour différentes situations. On se rend compte qu'en fait que c'est vraiment, pour le coup c'est pour le KC90, c'est la surface, c'est la diffusion évidemment qui va influencer l'impact de ce coefficient. Donc plus on a une section haute, plus on a une section élancée, plus cet impact est important. Et ce sera encore plus le cas si on était sur un appui central, parce que là j'ai pris l'exemple d'un appui latéral, donc un appui en extrémité, dans lequel on a une seule diffusion, mais si on était sur un appui central, on aurait une diffusion des efforts des deux côtés de l'appui, évidemment. On a une grosse partie de cette ELU et en tout cas une grosse partie de la complexité du dimensionnement qui vient de la vérification de la stabilité des éléments. Donc là on parle d'une vérification de stabilité d'éléments individuels, on ne parle pas d'ici de stabilité globale. En principe, la vérification sur l'ELU doit prendre en compte les effets du second ordre, issus des déformations donc, du premier ordre, donc à l'ELS, mais également liées aux imperfections qui sont inhérentes au matériau bois. Pour cela, il y a deux manières de le faire. Il y a une manière qui est complètement analytique, qui est tout simplement de prendre en compte ces déformations littéralement dans notre modèle. Ça peut être fait à la main, mais concrètement, ce sera plutôt fait sur une modélisation. Ça va être de rentrer ces efforts, de prendre en compte le second ordre, en considérant les déformations qui viennent à la fois des défauts entre guillemets du matériau bois et des déformations du premier ordre. Mais il y a une méthode qui est en fait une méthode simplifiée, même s'il n'en a pas forcément l'air. C'est la méthode que propose l'Eurocode 5 actuel et que propose l'Eurocode futur. Ce sont l'application des coefficients de déversement et de flambement. C'est déjà une méthode simplifiée. Donc ici, la stabilité globale n'est pas concernée. C'est une méthode simplifiée, donc c'est une méthode qui est applicable dans un certain contexte avec certaines limites. Ici, par exemple, dans le projet d'Eurocode 5, on nous donne une limite d'élancement pour le bois massif et pour le bois lamelé collé et le LVL pour appliquer ces coefficients d'instabilité et pas passer par une maquette de calcul en fait, parce que c'est pas un calcul qui serait vraiment faisable à la main de prendre en compte toutes ces déformations. Enfin, c'est théoriquement faisable, mais pas dans la pratique. Donc il y a un ratio sur ce lambda là, à partir de laquelle on n'a pas besoin, même pas de considérer du flambement ou du déversement.
Mais on se rend compte rapidement que ce ratio-là, où lambda inférieur à 0,3, ça correspond, on y est rarement en fait. On a très très souvent du flambement ou du déversement dans nos projets. Là, c'est des exemples pour un poteau de 200-200 à partir d'une hauteur d'un mètre, enfin de 992 mm précisément pour du C24. On devrait considérer le risque de flambement. Donc, ce sera pas, évidemment, on ne dit pas qu'à partir de 1 mètre on flambe, mais à partir de 1 mètre, on a un coefficient qui vient du fait qu'il y a un risque de flambement. Donc on a un coefficient cassé K-crit en fait. Donc très rapidement, ce sont des coefficients, ce sont des effets à considérer. Voilà pour la partie ELU. Alors après la vérif ELU, il va falloir s'intéresser aux états limites de service. Et pour le coup, vous savez qu'en bois, c'est une vérification qui peut souvent prendre le pas, notamment quand on a des flèches actives à vérifier. Donc là, au niveau des eurocodes, on ne vous dit pas grand-chose sur les calculs de flèches. Enfin, un gros morceau des ELS, c'est le calcul de déformation, donc les flèches. On ne vous dit pas grand-chose, donc on utilise des calculs RDM classiques. J'attire juste votre attention sur le fait qu'il y a une petite ligne de l'Eurocode qui dit qu'attention, il faut bien prendre en compte aussi les effets de l'effort tranchant. Et notamment, si vous voulez faire un petit calcul à la main simplifié à partir de formulaires RDM, ces formulaires souvent ne présentent que les flèches du moment fléchissant. Donc comment on fait assez rapidement pour ne pas négliger l'apport de l'effort tranchant? Enfin, et déjà, est-ce qu'on pourrait le négliger? En fait, vous voyez ici, sur cette courbe-là, un petit peu l'analyse de l'impact de la flèche d'effort tranchant. C'est une courbe qui représente la part supplémentaire ramenée par l'effort tranchant. Et en fait, on se rend compte, alors là, c'est un exemple pour une poutre, 2 appuis en bois massif, mais la tendance est la même à peu près tout le temps. Vous vous rendez compte que même pour les poutres très élancées, on a une part de 5% à peu près qui est amenée par l'effort tranchant. Et dès qu'on est sur des ratios d'élancement, somme toute assez courants, du L sur 12, ce genre de choses, vous avez vite 10-15% de surcroît de flèche dû à l'effort tranchant. Donc dans un calcul rapide, à partir de formules RDM, ça vaut le coup de ne pas passer à côté de cet effet-là, qui peut vite être pris en compte avec un pourcentage forfaitaire. Côté, toujours en ELS, on a les vibrations à regarder, et là c'est un petit peu plus dense. Les vibrations, on a actuellement dans l'Eurocode 2 pages, 2-3 pages, et la vérification s'applique uniquement au plancher d'habitation. Dans le prochain texte, on a 13 pages de méthode détaillée, et on va être obligé de l'appliquer à tous les planchers. Donc là, c'est un truc un petit peu nouveau. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça en a l'air, en tout cas pas aussi compliqué que le volume de pages l'annonce. Le principe de base, c'est vous avez 4 vérifications à mener et 6 niveaux de performance qui calent les seuils à atteindre. Et très très vite, on vous dit que pour un plancher courant, niveau de confort basique, vous êtes sur le niveau de performance 4, donc vous ciblez déjà ce domaine. Et aussi, on se rend compte qu'on a une manière de réduire le nombre de vérifications si on se place en sécurité, c'est-à-dire si on se place en dehors du contexte de résonance du plancher. Donc si on vérifie qu'on est en dehors des contextes de résonance, on n'a plus que 2 vérifications à mener. Ça peut être intéressant. Donc qu'est-ce que c'est se placer en dehors du risque résonance? C'est une vérification de la fréquence fondamentale du plancher. Alors fréquence fondamentale, c'est un truc qui paraît complexe comme ça. Il y a les logiciels qui font des analyses vibratoires pour déterminer les fréquences. Il n'empêche qu'à la main, pour un élément très simple, vous pouvez assez vite déterminer cette valeur-là. L'Eurocode vous propose une formule de calcul de la fréquence. Alors elle n'est pas hyper simple, mais par contre, sous réserve de valider certains critères du plancher, elle devient très très simple, ça devient juste un calcul de flèche. En calculant une flèche, vous pouvez déterminer votre fréquence fondamentale de vibration pour les planchers qui rentrent dans ce contexte, évidemment. Donc cette fréquence-là, vous vérifiez qu'elle est au-dessus du seuil de 8 Hz et à partir de là, vous n'avez plus que 2 vérifications à mener. La première, c'est un calcul de flèche sous charge ponctuelle. Donc là encore, pas trop compliqué.
Vérif 2 et 3, on n'a pas besoin de les faire si on est au-dessus de 8 Hz. Et la 4e vérification, elle est un tout petit peu plus longue. Il y a 4 ou 5 formules à enchaîner, mais c'est des choses qui se font très bien à la main ou en tableur, et c'est même honnêtement un peu plus simple que ce qu'il y a actuellement dans le code, enfin en tout cas à mon avis. Donc, et vous allez assez vite arriver à cadrer cette méthode-là sous réserve d'être au-dessus des 8 Hz. Ça, je passe très vite la prochaine page parce que c'est pas essentiel. On verra s'il y a des questions là-dessus. Et je laisse les assemblages. Merci. Pour les assemblages, on a fait le même travail de décomposition du futur code 5 en regardant d'où venait cet ajout de page qu'on observe sur tous les chapitres. Encore une fois, en grande partie, ce sont des ajouts, des nouvelles possibilités de vérification. Mais pour le coup, pour les assemblages, on a quand même une réelle complexification du corpus. On a quand même des vérifications qui seront un peu plus fastidieuses que ce qu'on avait aujourd'hui, pour certaines parties. Mais on va voir encore une fois que si on gagne en complexité, on gagne également en possibilités, quoi. On se rend compte qu'on a beaucoup plus de possibilités dans le futur Eurocode 5. Il y a une chose qu'il faut retenir sur le Eurocode 5, c'est qu'il est très généraliste. Donc à chaque fois, on va avoir une formule qui va concerner l'ensemble des matériaux, l'ensemble des situations. Mais à partir du moment où on va déterminer notre situation de projet, notre situation de calcul, on va largement simplifier notre vérification, puisqu'on aura largement simplifié notre formule en fait. C'est typiquement le cas ici pour les modes de rupture, donc pour un assemblage d'éléments avec des connecteurs. Donc ici, il est généralisé en fait au calcul bois-bois, et on généralise le calcul bois-bois et le calcul bois-métal. Donc on n'a plus ces deux parties. On a toutes les modes de rupture qui sont regroupés au sein d'une seule liste. Et on propose des formules qui sont applicables quel que soit le nombre de plans de cisaillement. C'est ça aussi l'avantage de cette présentation de l'Eurocode, c'est que c'est très généraliste et c'est applicable à un ensemble de cas. Là où l'ancien Eurocode, il fallait se poser quelques questions quand on voulait étendre le domaine d'application. Mais dès qu'on fixe la configuration d'assemblage, on simplifie largement l'expression de ces formules. C'est ce qu'on voit ici, par exemple, pour un assemblage pour une tôle en âme. On se retrouve avec simplement 4 modes de rupture qui sont possibles. Et on se rend compte aussi également que le mode B, pour un assemblage bois-métal avec une tôle en âme, il est très improbable, parce qu'en fait le mode B correspond à une plastification de la tôle avant que notre organe plastifie ou avant que le bois plastifie. Donc, globalement, c'est quelque chose qui est vraiment très improbable. Ça correspondrait à avoir un organe qui serait extrêmement résistant et des membres bois qui seraient démesurés par rapport à la largeur de la tôle. Encore une fois, on simplifie donc l'expression de ces formules qui étaient très compliquées à 3 vérifications qui ont certes leur complexité, mais qui sont plus rapides que ce qu'on pourrait croire de prime abord en lisant l'Eurocode. Donc, la grande différence entre l'Eurocode actuel et le futur Eurocode, c'est une différence de présentation. C'est pas de la RDM qui va être modifiée dans le calcul de mode de rupture, mais ça va prendre un petit temps d'adaptation pour le prendre en compte. C'est ce que disait Julien, par exemple, quand on parlait des exemples du Codifab. On n'a pas de modification énorme, on a quelques coefficients qui vont changer, mais il y a des grandes chances qu'une grande partie des valeurs qui sont données dans les méthodes simplifiées du Codifab, par exemple, soient encore applicables. Ou en tout cas, avec quelques modifications, ça restera à voir, mais on n'est pas sur une révolution dans ce mode de calcul. La grande différence, par contre, ce sera sur les modes de rupture fragiles, parce qu'en fait, là, on regardait un mode de rupture ductile pour une tôle en âme, mais ce n'est pas forcément ce qu'on observe dans tous les cas. Les modes de rupture fragiles sont abordés de manière beaucoup plus poussée, et là, pour le coup, avec des vraies complexifications et des vraies différences dans la manière de calculer dans le futur Eurocode par rapport à l'Eurocode actuel. Simplement, le futur Eurocode permet quelque chose qui n'était pas permis dans l'Eurocode actuel, c'est de négliger ces modes de rupture fragiles sous quelques conditions. Des conditions qui sont les suivantes. Il faut que le mode F, donc on observe une rupture sous mode de rupture F,
Et il faut également qu'on augmente nos pinces, nos distances entre les organes pour s'assurer qu'on n'ait pas ce mode de rupture fragile. Donc il y a un petit nota parce que le projet de futur Eurocode, donc la draft qu'on a pu lire, n'est pas hyper clair sur la manière d'aborder cette question, donc la manière dont on peut négliger ces modes de rupture fragiles. Mais en tout cas, il y a une possibilité de négliger ces modes de rupture fragiles avec des dispositions qui sont principalement constructives. Pareil pour ce mode de rupture qu'on observe en fendage ici. On a des règles constructives qui est simplement ici un rapport entre la hauteur efficace et la hauteur de notre élément. Donc à partir du moment où on a ce rapport de 70%, on peut négliger ce mode de rupture fragile, qui est quelque chose qui n'était pas forcément permis dans l'ancien Eurocode. Donc il y a plusieurs méthodes comme ça qui nous permettent de simplifier nos calculs, notamment en rupture fragile, qui sont les calculs les plus complexes et souvent les calculs dimensionnants dans nos calculs d'assemblage. En conclusion, sur ce futur Eurocode et sur les manières de le simplifier, la manière de comprendre qu'en fait ces 500 pages ne sont pas forcément 500 pages à appliquer dans tous nos projets, qu'il y a forcément des simplifications qui peuvent être faites, des éléments qui vont être très rarement regardés simplement pour des situations très particulières. C'est ce qu'on voit ici. On part d'un corpus qui est d'environ 500 pages, qu'on va diviser rapidement en des éléments de structure qui sont très particuliers, qui correspondent à des situations de projet qu'on va rencontrer très rarement. Quand on se place dans des situations généralistes, on va avoir, dans la plupart des cas, enfin dans beaucoup de cas, des coefficients, des dérogations qui vont nous permettre de nous placer dans des situations de calcul simples. Mais il ne faudra pas oublier quand même qu'on a des éléments qui sont sensibles à des phénomènes qui sont plus complexes. Ce n'est pas parce qu'on a ces méthodes simplifiées qu'il ne faut pas connaître les méthodes générales qui nous permettent de comprendre qu'il y a parfois des coefficients qu'il ne faut pas négliger. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Maggie, merci Grégoire pour cette présentation qui est, je trouve, très positive en fait. On a tendance à effectivement souvent dire que ça va être plus complexe, plus de pages, plus dense. Mais c'est aussi bien d'avoir voilà, ces explications et ces informations qui nous permettent de voir un peu plus clair et de se dire que c'est accessible, surtout. Comme précédemment pour la présentation de Julien, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation, des points que vous souhaiteriez éclaircir et je me tourne également sur les questions potentiellement en ligne qui pourrait y avoir. Ah si, j'étais étonné. Je me disais pas de questions. Après cette présentation, c'était pas possible. Bonjour, je me présente Stéphane Labbé, je travaille au bureau d'études Préfalux. Alors ma question, c'est vous nous avez présenté des méthodes simplifiées et des méthodes d'optimisation. Et je voulais savoir, parce que nous, au bureau d'études, on essaie d'optimiser pour gagner un peu d'argent, enfin réduire le nombre de vis, les choses là. Et de l'autre côté, on a des bureaux de contrôle qui, eux, sont plus sécuritaires. Et ma question, c'est est-ce qu'il n'y aura pas des risques dans le sens où les bureaux de contrôle, en se mettant en sécurité, ils vont nous demander de prendre la méthode simplifiée, et nous, de l'autre, où on va essayer d'optimiser, et voilà. On va essayer de gratter, entre guillemets. Est-ce qu'il ne va pas avoir des conflits dans ce sens-là? A priori, sous réserve, les bureaux de contrôle, si vous utilisez la méthode officielle de l'Eurocode 5, ils ne vont pas vous la refuser si elle est utilisée bien dans les clous, bien développée. Il n'y a pas de raison qu'on vous demande d'être plus sécuritaire que la méthode détaillée. Après, les méthodes simplifiées ne sont jamais de l'optimisation. Clairement, on gagne du temps, mais on prend des paramètres qui sont moins arrangeants pour l'optimisation financière. J'en profite pendant que vous cherchez vos questions, puisque je vois qu'il n'y a pas beaucoup de... Ah si, Florence. Oui. Si, Florence.
J'ai eu plusieurs questions dans le chat. Est-ce que tu peux rappeler la date à laquelle les nouveaux Eurocode 5 vont sortir? Donc la date de parution, qui est actuellement celle en vigueur, hein, on parle de septembre 2027, avec des annexes nationales qui sont en cours de rédaction, c'est ce que je disais au démarrage de l'atelier, et qui doivent rendre leur travail pour septembre 2026. Okay. Je précise que l'ensemble de ces présentations seront sur le site de la plateforme, accessible. Il suffit juste de s'inscrire à la plateforme et c'est gratuit, donc profitez-en. Et il y a une mine d'informations sur d'autres ateliers, les ateliers précédents qui ont été réalisés, et donc qui permettent d'y voir plus clair. On y a fait référence, vous y avez fait référence à certaines reprises dans vos présentations. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller en ligne sur le site de la plateforme. On a une question ici. Florence, peut-être que tu en as une autre également. Oui. Vas-y Florence, et puis après... Ok. Alors, je ne suis pas sûre que vous ayez la réponse, puisque là, c'est comment le lien se fait entre les projets d'optimisation de dimensionnement et la première transformation sur les approvisionnements du bois. Je ne suis pas sûre que vous ayez des éléments. Peut-être se rapprocher de la FNB, sur la Fédération du bois. Hein? J'avoue que je n'ai pas forcément d'éléments de réponse sur la première transformation. Ça va être plus sur la caractérisation des résistances mécaniques des matériaux, où là, il y a un travail à faire, évidemment, mais un travail qui a déjà été fait en grande partie. Mais pour le coup, sur les méthodes simplifiées, je n'ai pas forcément de réponse à cette question-là. Oui. Et du coup, moi, c'était un complément de réponse par rapport à la réponse de Maggie sur est-ce qu'on peut exiger des cas plus des vérifications plus sécuritaires que l'application des Eurocode. En théorie, non, mais si vous avez des assemblages très chargés de l'ordre de plus de 100 tonnes, il faut avoir conscience, dans les bureaux d'études, que les Eurocodes ont aussi leurs limites, et du coup, il y a des phénomènes physiques et mécaniques qui ne sont pas pris en compte dedans. Et donc, dans ce type de cas, ça m'est déjà arrivé, finalement, de demander des choses différentes. Oui, bonjour. Excusez-moi, je suis arrivé un peu en cours de route, mais est-ce que vous pourriez rappeler la différence entre le LVL, le GLVL, et si déjà il y a cette distinction actuellement entre les deux? Parce que j'ai du mal à comprendre. Bon, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais pour moi, le GLVL, c'est du LVL recollé en plus grosse section. Et actuellement, dans le texte actuel de l'Eurocode, je crois que ce n'est pas pris en compte, justement. Il n'y a que le LVL. Et vous avez plein de plein de matériaux qui existent actuellement et qui vont être intégrés dans ce futur texte qui va apparaître dans 2 ans. Même le CLT, actuellement, on ne l'a pas dans l'Eurocode. Et ça va être intégré. C'est pour ça qu'il est plus gros. J'ai encore une question. Attends, on en a une ici okay. D'abord. Oui, bonjour. Je voulais demander si les calculs qui ont été faits avec le projet, du coup, le document qui est accessible actuellement, il y a des évolutions qui sont encore prévues jusqu'à la parution, ou c'est quelque chose qui est relativement figé aujourd'hui? C'est relativement figé. Là, on en est à l'écriture des annexes nationales. Donc, sur le texte européen de base, il n'y a plus grand-chose qui va changer. Une petite virgule par-ci, par-là, mais c'est globalement, ça commence à être bien validé. Ok. Et du coup, c'est possible d'accéder au texte de quelle manière? Pour l'instant, il n'est pas accessible. Il sera en 2027 quand tout sera bien voté, validé et que l'annexe nationale sera rédigée. Là, tout va paraître en même temps. Je pense que l'idée, c'est de faire tout paraître en même temps, annexe nationale, texte, tous Eurocode. C'est ce que j'ai compris, oui. Ouais. Effectivement. Après, il y a des enquêtes qui ont lieu. Il y avait des traductions, en fait, une première traduction qui avait été réalisée et le texte était libre à ce moment-là. Donc, il y a des moments, en fait, où on peut accéder et on peut faire des remarques et faire des retours, notamment à la P21A, qui est la commission miroir de l'Eurocode. Donc, une autre possibilité, c'est de candidater pour participer à la P21A et rejoindre les équipes pour justement participer à ces écritures de texte. Florence ? Merci.
Alors, je ne sais plus si la question porte sur la première présentation ou maintenant, mais je vous la donne. Est-ce qu'une méthode d'analyse globale, à l'instar de celle de l'Eurocode 3, a été introduite pour les structures sensibles aux instabilités de forme à l'échelle de la structure entière? Grid shell, coque, etc. Il y a des méthodes pour prendre en compte les imperfections qui se rapprochent de ce qu'on a dans l'Eurocode 3. Donc ça va être prendre en compte une imperfection d'angle, une imperfection de faux aplombs, une imperfection qui sont liées au défaut du bois. Donc ces imperfections qu'on va prendre en compte quand on va regarder du second ordre. Il y a des critères également qui se rapprochent un peu de ce qu'on a avec le alpha critique à l'Eurocode 3. Alors je ne l'ai pas exactement en tête le futur Eurocode, mais je crois qu'il y a un critère de 10% qui correspondrait à un alpha critique égal à 10, à partir duquel on est censé regarder du second ordre. Donc oui, on a des critères qui se rapprochent de ce qui se fait dans l'Eurocode 3. J'avoue que je ne connais pas assez bien le futur texte pour dire exactement comment il s'applique. Je n'ai pas regardé exactement cette partie-là. Mais on a des critères d'imperfection à prendre en compte dans les modèles et des critères à partir desquels il faut regarder du second ordre. Donc oui, on a normalement les outils pour regarder une instabilité généralisée. En fait, là, on s'est concentré sur les méthodes simplifiées qui étaient, on va dire, la thématique de l'atelier. Mais il faut bien imaginer que si vous avez une structure complexe, notamment quand on a une sensibilité au second ordre, c'est un truc qu'on peut appeler complexe, vous ne pourrez pas déroger à certaines vérifications. Avant d'appliquer une méthode simplifiée, il faut quand même bien valider que ça correspond à la réalité de votre cas. C'est ça on va dire l'étape la plus délicate. Une méthode simplifiée ne s'appliquera jamais à un cas complexe physiquement, mécaniquement. Merci. D'autres questions? On en a une ici, on en a aussi. Je prends celle-là et après Florence. Bonjour, Flavien Coq-Martin, bureau d'études acoustiques PUT. Alors vous excuserez ma question de néophyte, mais comment sont déterminés les coefficients que vous avez présentés dans tous vos tableaux là? Par les essais tout simplement, en grande partie. Après c'est un débat entre les différentes commissions, entre les différents... En fait l'Eurocode c'est une histoire d'uniformisation de codes qui sont à la base nationaux. Donc il y a des grands débats sur tous les coefficients et des débats qui ont été faits dès les premiers Eurocodes et qui sont refaits à chaque fois pour le nouveau Eurocode, mais ça part de la mesure des essais pour déterminer ces coefficients-là. Et après c'est toute une politique, tout un débat entre les différents experts, entre les différents pays pour déterminer exactement chaque coefficient, avec en plus, on rajoute à ça les annexes nationales qui désuniformisent l'uniformisation. Ouais. Pour ajouter, c'est souvent une démarche scientifique au départ qui est en amont, vraiment en recherche, où on va regarder effectivement par rapport à des essais quels sont les comportements et comment ça se comporte. On va déterminer généralement des lois de comportement et on va attribuer en fait des coefficients qui après, ces coefficients qui sont affichés sont déjà simplifiés. C'est-à-dire que souvent dans les coefficients, il y a déjà beaucoup de choses en fait. Et effectivement, il y a une uniformisation à l'échelle européenne dans le sens où il faut se mettre d'accord avec tous les pays pour déterminer une simplification à ce niveau-là et un coefficient par entière. Florence ? Oui, alors moi, c'est plutôt des questions d'application des textes. Elles se ressemblent un peu toutes, donc je vais toutes vous les donner. La première, c'était quand est-ce qu'elles vont être applicables? Est-ce qu'il y aura un délai de passage de l'ancien vers le nouveau? Ensuite, il y avait une question de est-ce que tout va être mis à jour sur Batipédia et on va du coup supprimer l'ancienne? Et est-ce que c'est d'application normative ou réglementaire? Voilà, je synthétise tout ce que j'ai vu. Alors, il y a une réponse peut-être à apporter dans le public, peut-être. Est-ce qu'on peut... Merci.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Franck Ferlet, C4CI. Étant très impliqué dans les travaux européens de l'Eurocode 5, je peux effectivement donner quelques réponses. C'est gentil. Il y a des choses qu'on a vues tout à l'heure aussi, où les questions qui étaient posées. Donc, les 3 sur les 4 parties de l'Eurocode 5 vont aller au vote formel cette année. La 4e d'ailleurs aussi, juste avec 6 mois de décalage. Au moment du vote formel, c'est comme une enquête publique. Donc effectivement, vous avez accès par le site de l'AFNOR au draft qui est proposé et vous aurez la traduction française qui va avec. Au stade du vote formel, les modifications possibles ne sont plus que purement éditoriales. Toute autre remontée que vous pourriez vouloir faire, il faut effectivement plutôt passer par un autre canal qui est la P21A et on verra dans quelle mesure ça pourrait être traité. Deuxième chose, on parlait tout à l'heure de stabilité du texte actuel. Alors effectivement, c'est très abouti. Il y a néanmoins des projets d'amendement qui vont être réalisés encore dans l'intervalle entre maintenant et 2027. Pas de révolution, pas de nouveaux thèmes techniques, pas d'ajout, plutôt des, on va dire, améliorations de texte, de formulation, certaines précisions qu'aujourd'hui, au stade du vote formel, on ne peut plus faire, puisqu'on est contraint. En termes de mise à disposition, l'AFNOR publiera les normes lorsqu'elles seront finalisées, c'est-à-dire à l'issue du vote formel, plus les traitements éditoriaux qui vont avec. Elles seront toutes publiées, c'est valable pour l'Eurocode 5 comme pour tous les Eurocodes, avec un avant-propos national qui explicitera qu'ils ne sont pas applicables, et avec un filigrane qui expliquera aussi qu'ils ne sont pas applicables. Mais ça vous permettra d'avoir accès à ces textes. Alors, Batipédia, je n'en doute pas, ça sera forcément le cas. Je sais que le premier qui a été publié, l'Eurocode 6, il est déjà dessus, donc bon, fondamentalement, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas publié. Le canal d'accès par l'achat à l'AFNOR, évidemment. Et donc, il se passera la même chose avec les amendements, il se passera la même chose avec les annexes nationales. Et aujourd'hui, ce qui est prévu en France, c'est qu'effectivement, tous les Eurocodes... Alors, au niveau européen, tous les Eurocodes seront disponibles en septembre 2027. Au niveau européen, il y a une période de 6 mois qui est prévue avant le retrait définitif des anciens. Ce qui est aujourd'hui prévu en France, c'est un retrait et un remplacement définitif en septembre 2027. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de période de coexistence. Ça sera l'un ou ça sera l'autre, avec une règle qui dira quelle va être l'applicabilité de telle version par rapport à un permis de construire, ce genre de choses-là. Voilà. Merci pour ces précisions très intéressantes. Est-ce qu'on a encore une question ou on s'arrête là? Je vous remercie. Merci beaucoup aux intervenants, Julien Brassy, Maggie Dussault, excuse-moi, Grégoire Oisel. Et à bientôt pour un nouvel atelier de la plateforme. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à aller visiter le site de la plateforme Eurocode 5. Merci beaucoup.